Nous allons à présent passer à la correction du problème 3. Donc pour introduire ce problème, je vais directement reprendre les dessins que je vous ai donnés dans mes slides parce que ça va m'éviter de devoir tout redessiner maintenant. Donc ça c'est la situation du problème 3 schématique. Donc je vais un petit peu expliquer. Ce qu'on aimerait, c'est comparer le grossissement, on pourrait dire, euh, obtenu avec une loupe. Donc une loupe, c'est une lentille convergente que j'ai représentée ici. C'est les deux flèches ici bleues. Euh, non seulement on aimerait savoir, suivant comment on tient la loupe, quel va être le grossissement, et bien sûr comparer ça à la situation lorsqu'on regarde l'objet à l'œil nu. Ok. Alors il y a certaines grandeurs qu'il faut définir ici pour bien comprendre comment on fait les comparaisons. Déjà, on définit la distance typique avec laquelle on peut regarder un objet le plus près possible sans avoir un problème de focalisation avec l'œil. Et puis, c'est clair que ça dépend de l'âge, mais on accepte ici une distance de 25 cm. Donc, c'est ce DN ou punctum proximum dans l'exercice. Voilà. Et puis, finalement, la grandeur de l'objet que l'on regarde dépend effectivement de l'angle sous lequel on regarde l'objet. Plus cet angle-là, θ, est grand, plus l'objet nous apparaît grand, plus cet angle est fermé, plus l'objet nous apparaît petit. Et c'est pour ça que le grossissement, à ne pas confondre avec le grandissement, donc le grossissement angulaire, ça va être le rapport entre l'angle que l'on voit, sous lequel on voit un objet grâce à la lentille, donc agrandi par la lentille, par rapport à l'angle sous lequel on le verrait à une distance du punctum proximum, donc cet angle θ. Okay. Donc nous, on va devoir vraiment calculer le grossissement que j'écris ici. Grossissement. Grossissement. Je ne veux pas grossissement, je pense. Je ne veux pas écrire faux. Je vais être sûr que je n'écris pas n'importe quoi. Grossissement, voilà. Grossissement angulaire. Voilà, qui vaut θ', donc l'angle sous lequel on voit l'objet à travers une lentille, donc une loupe, divisé par l'angle sous lequel on le voit à l'œil nu. Okay. Maintenant, concernant les deux situations que vous devez considérer, ça c'est la situation A et ça c'est la situation B. Okay. Donc la situation A, c'est lorsque l'on pose l'objet exactement sur la distance focale par rapport à la loupe, de la loupe. Et ça a pour effet que l'image, si vous faites bien les deux rayons dont j'ai parlé, donc le rayon qui passe par le centre, le rayon qui part tout droit, qui rejoint la distance focale, et bien sûr je le continue également dans l'autre sens, et bien si ces deux rayons ne se rejoignent jamais lorsque l'on pose l'objet sur la distance focale pour une lentille convergente. Et dès lors on dit que l'image se trouve à l'infini. La deuxième situation que l'on considère, c'est celle-là. Dans ce cas-là, on pose l'objet plus près de la lentille, donc on a bien une image virtuelle. Ça c'est vraiment le cas que je vous ai déjà un petit peu décrit dans l'exercice précédent. Si on fait vraiment les deux rayons, donc le rayon, donc c'est l'objet, on fait le rayon qui passe par le centre ici, qui continue, puis le rayon qui part tout droit et qui va à la distance focale ici, on le prolonge et on voit que le point de croisement ne se trouve pas là, mais du côté de l'objet. Donc c'est une image virtuelle. Et là j'insiste, c'est les images que notre œil est capable de voir. Notre œil n'est pas juste un écran sur lequel on pourrait afficher une image réelle. Notre œil a besoin soit d'un objet réel à regarder directement, soit d'une image virtuelle, puisque notre œil c'est encore une autre lentille convergente qui va permettre de focaliser finalement l'image finale derrière l'œil grâce à cette lentille à l'avant. Donc nous on veut cette situation-là où on a l'objet plus proche de la lentille que la distance focale, donc une image virtuelle. Attention, ce i
c'est un nombre négatif, hein, il faudra faire attention à ce point-là lorsqu'on va calculer concrètement. Voilà. Dernière chose que je peux vous donner directement. Ici, on vous donne les dioptries de notre loupe. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, ce C, c'est le nombre de dioptries, c'est simplement 1 sur la distance focale. Et puis la distance focale, il faut la mettre, si je ne m'abuse, en mètres, hein, parce que sinon, vous allez avoir des petits problèmes. Ok. Alors, on va faire maintenant le calcul concret. Donc, je vais peut-être devoir revenir à ces dessins-là, mais en principe, on a déjà tous les éléments ici. Voilà. Alors, maintenant, il faut que je prenne la bonne feuille de notes. Voilà, qui se trouve ici. Ok. Alors, déjà, on va calculer le θ, donc l'angle sous lequel on voit l'objet directement avec l'œil, hein. C'est ça, ici. Alors, ce θ, ben, c'est simplement la hauteur de l'objet. Ah oui, ça c'est un point essentiel. On va considérer que tous les angles ici, θ, θ', etc., déjà pour que l'optique géométrique fasse du sens, comme on l'a fait ici, il faut que ces angles soient quand même relativement petits. Sinon, ça commence à ne plus être valable parce qu'on a tout linéarisé en fait. Donc, si les angles sont suffisamment petits, on peut approximer un angle par sa tangente. Donc, on peut dire que pour... Alors là, je vais reprendre mon truc, mais je vais changer ici. Voilà. Déjà, je n'ai pas écrit problème 3, ça c'est essentiel. Problème 3. Voilà. Ensuite, je dis justement que les θ petits sont petits, hein. Donc, on peut dire que θ est approximativement égal à tan de θ. Ok. Ça, vous devez voir en analyse, hein, que lorsque θ tend vers 0, eh bien, la tangente de θ tend vers θ. La même chose pour le sinus. Et du coup, le fait de pouvoir approximer avec la tangente, c'est un avantage, puisque la tangente de θ, bah, c'est simplement... Ça, c'est des triangles rectangles, hein, vous voyez, avec l'angle droit ici. Et puis, bah, la tangente de cet angle-là, c'est toujours l'opposé sur l'adjacente. Donc, ça va être la hauteur de l'objet divisé par la distance ici. Donc, notre θ va être égal à la hauteur de l'objet, c'est y. Je l'appelle y, vous pouvez l'appeler autrement, mais je l'appelle y, divisé par la distance à laquelle il se trouve. Okay. Maintenant, pour la partie A, donc pour l'objet à l'infini, qu'est-ce que vaut θ'? Eh bien, θ', on voit, c'est cet angle-là. Ça va être la hauteur de l'objet, c'est toujours encore l'objet, hein, divisé par la distance focale, puisqu'il se trouve justement à la distance focale. Donc ça, on peut directement l'écrire. Donc le θ', image à l'infini, c'est y divisé par la distance focale. Et puis, je ne peux pas garder f, puisque nous, ce qu'on nous donne, c'est c. Donc, je vais utiliser la formule c est égal à 1 sur f. Donc, dans notre situation, ça fait y fois c. OK? Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie A. Puis maintenant, la partie B, le θ' vaut quoi? Eh bien, il vaut la hauteur de l'objet divisé par la position de l'objet. OK? Donc, pour la partie B, ça vaut y, donc θ' est égal à y sur O. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas O a priori. Ce qu'on a donné comme condition, c'est que ici, on aimerait bien que l'image se trouve à la distance I égale à dn. Donc, on doit retrouver O à partir de I. Et ça, c'est exactement ce que je vous avais dit dans l'exercice précédent, hein. En général, on cherche I, mais dans ce cas-là précis, on cherche justement O connaissant I. Donc, c'est ce qu'on va calculer maintenant. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Ben, comment on fait ici? Ben, on va utiliser l'équation 1 sur F est égal à 1 sur I plus 1 sur O. Et donc, O est égal à IF divisé par I moins F.
Et puis ça, je remplace maintenant par ce que c'est. Alors, I, attention, c'est moins dn, hein, puisque c'est une image virtuelle. La focale, elle est positive et c'est 1 sur c. Hein, c'est pour la même raison qu'avant, hein, je remplace directement la chose ici. Je vais juste éteindre le son de mon ordinateur parce que je sens qu'il va me déranger pour la suite de l'exercice. Voilà. Et puis finalement ici on a moins dn moins 1 sur c. Voilà. Ok. Et puis, si on insère maintenant ça dans l'équation ici, on a, alors déjà peut-être une chose que je peux faire, hein, ici on a une multiplication avec un moins devant, ici on a moins, moins, donc je peux tout remplacer par des plus, on est d'accord, hein. Donc plus, plus, plus. Hein. Voilà. Et puis maintenant j'insère ça là-dedans et j'obtiens donc y fois dn plus 1 sur c fois dn sur c. Qu'est-ce que je dis? Divisé par... D'accord, donc j'ai fois ça, divisé par ça, donc fois c sur dn. Hein. Pas que je fasse n'importe quoi. Voilà. Et puis, ça, on peut quand même un peu simplifier. Ça me donne y fois c plus 1 sur dn. Ok. Je pense que j'ai fait juste. Et puis maintenant, on a tous les outils pour comparer toujours le θ' au θ. Alors pour le A, on a θ' sur θ. Je vous laisse contrôler. Donc c'est ça divisé par ça. Les y tombent. Et je me retrouve avec dn fois c. Et ça donne 3. Hein, donc 0,25 fois 12, pardon, 0,25 fois 12, ça fait 3. Donc ça veut dire que le grossissement est à peu près fois 3. Hein. Et puis ici, pour le B, on a θ' sur θ qui va être égal à ça divisé par ça. De nouveau, les y vont tomber. Et puis on se retrouve avec dn fois c plus 1 sur dn. Et ça donne 4. Donc on voit que, en résumé, le fait de poser l'objet plus proche que la distance focale permet d'avoir une image plus grande, alors que lorsqu'on le pose sur la distance focale et qu'on a l'image à l'infini, on a un grossissement un peu plus petit. Malgré tout, il semble qu'au niveau de l'œil, c'est bien plus facile à gérer ça, à focaliser sa lentille de l'œil sur une image à l'infini plutôt que sur une image beaucoup plus proche, parce qu'il faut beaucoup plus adapter après la lentille personnelle que nous avons, qui est notre œil. Voilà pour ce problème. Donc ici, les difficultés étaient essentiellement la représentation. Il faut avoir bien compris ce que je vous ai expliqué, les situations où on pose l'objet, où on a les images, etc. Et puis finalement, la petite chose essentielle était de transformer l'angle θ ou le θ' en tan θ, parce qu'on suppose justement que l'angle est suffisamment petit pour que cette approximation soit valable. Voilà pour le problème 3.